Bonjour Hubert Huertas, Stéphane Aliès. Bonjour. Pour ce 53e numéro d'Objection, l'entretien politique de Mediapart. Cette semaine, un sujet sport, FIFA, scandale exceptionnel ou système organisé. Notre invité est professeur d'économie et de droit. Il est d'abord spécialiste du sport. Bonjour Michel Caillat. Bonjour. Vous êtes fondateur du Centre d'analyse critique du sport et vous avez consacré depuis une trentaine d'années maintenant un grand nombre d'ouvrages aux phénomènes sportifs. Je vais citer quelques titres. Le sport en miettes, l'Empire football, les dessous de l'olympisme, l'idéologie du sport en France. Alors je ne vais pas citer tous les livres. Le dernier a été publié l'année dernière. Il est récent, lui, aux éditions Le Cavalier Bleu, avec un titre qui résume en fait votre pensée. Le titre est le suivant, Sport, l'imposture absolue. Alors j'imagine que la mise en avant d'une imposture et des trafics à la FIFA, avec une kyrielle d'imposteurs dont le président de la FIFA, enfin on verra s'il est imposteur, n'anticipons pas. J'imagine que tout ça ne vous a pas fait tomber de votre chaise, vous n'avez pas été spécialement étonné. Non, pas du tout. Même, ça fait des années et des années, ça fait, on peut dire, en gros, au moins 40 ans, depuis la prise de pouvoir de Joe Havelange à la FIFA, donc dans les années 70, qu'on parle de plus ou moins de corruption, de réseaux, de liens, d'achats, etc. Et puis finalement, là, subitement, il faut l'intervention de la justice américaine pour que ça fasse du bruit. Sinon, tous les ouvrages, toutes les enquêtes qui ont eu lieu avant, entre autres les livres d'Andrew Jennings, par exemple, ce Carton rouge, et puis son dernier, l'Omerta, la mafia, la FIFA, une mafia, tout ça, finalement, ça n'a pas fait grand bruit. Et c'est ça qui est étonnant, c'est qu'il a fallu cette intervention de la justice américaine pour se rendre compte que, sans doute, qu'il y avait corruption depuis fort longtemps. Et quelqu'un comme Sepp Blatter, qui est dans le milieu, à la FIFA depuis 1975, c'est-à-dire 40 ans, effectivement, que lui, il a tout connu. Mais il y a corruption depuis fort longtemps, ou il y a corruption quelque part depuis toujours, et on assiste tout simplement en ce moment à un emballement. Oui, je pense qu'il y a corruption dans le sport en général depuis toujours, et entre autres dans le football. Dans le football, toutes les affaires, on en a connu beaucoup en France, effectivement, se sont succédées depuis le premier, par exemple, le premier championnat de France de football professionnel, où Antibes avait été déclassé parce que, effectivement... C'était en quelle année, ça? En 1932-33, ils avaient acheté effectivement l'équipe adverse, qui était une équipe lilloise. Et puis après, il y a eu le Red Star dans les années 50, qui effectivement avait acheté aussi, qui avait été déclassé d'ailleurs. Et à l'époque, des gens entendaient à peu près le même discours. Il ne faut plus que ces faits-là se reproduisent. Et donc en 1960, évidemment, le Red Star a de nouveau été déclassé, et on entendait une fois de plus, il faut que le sport soit propre, etc. Il ne faudra plus jamais voir ça. Et puis on a vu ça avec les affaires Saint-Étienne, le PSG, l'affaire OMVA, etc. Toute l'histoire du sport est l'histoire, effectivement, de ces affaires. C'est-à-dire que pour vous, le sport est intrinsèquement lié à la corruption à partir du moment où il rentre dans un cadre organisé de compétition? Oui. La compétition, le palmarès crée la corruption naturellement? Oui, je pense qu'il est lié d'abord au système dans lequel on vit, qui est le système effectivement capitaliste, où la loi dominante, c'est la loi de l'argent, et donc ça, il est né avec lui d'ailleurs, avec le système. Et puis je pense en effet, à partir du moment où il y a compétition, il y a nécessairement violence, dopage, corruption, etc. Alors, pas pour tout le monde, ça serait absurde de dire que tout le monde est corrompu, comme on dirait, tous les hommes politiques sont pourris, ça n'aurait pas de sens. En même temps, effectivement, toute l'histoire du sport, et dès l'origine d'ailleurs, c'est ça qui est surprenant, c'est que les gens ils nous disent c'est nouveau, c'est nouveau. Non, il n'y a rien de nouveau. L'argent dans le sport, c'est pas nouveau. Coubertin parlait déjà des périlleuses déchéances en 1900. Donc aujourd'hui, on fait comme si c'était nouveau. Non, c'est pas nouveau à partir du moment... Le sport, c'est la liberté de l'excès. C'est Coubertin lui-même aussi qui le disait. Eh bien, c'est l'excès dans tous les domaines. Il y a quand même un emballement. Vous parlez d'argent. Au niveau du football, il y a ce que touchait Platini, qui était déjà une star et touchait déjà beaucoup d'argent par rapport au commun des mortels, mais ça n'a strictement rien à voir avec ce que peut gagner Ibrahimovic quand même. La différence, effectivement, est de degré, pas de nature. C'est-à-dire que tout ce qu'on entend aujourd'hui, par exemple sur les transferts faramineux, effectivement, les parrains, les sponsors, etc., moi j'ai étudié effectivement un certain nombre d'ouvrages et de textes des années 30, et je l'avais montré dans l'idéologie du sport, effectivement, les discours sont récurrents. Alors effectivement, si on regarde la France de 1960, ce n'est pas la France de 2015, et donc tout a changé. Et les sommes sont colossales. Si on voit le PIB de la France en 60, ce n'est pas le PIB de la France en 2015. Et donc il y a beaucoup plus d'argent, évidemment.
Les inégalités se sont accrues effectivement, entre les sports et à l'intérieur même des sports. Alors effectivement, on peut dire qu'on ne gagne rien, comme disent Luis Fernandez et tout ça. Il ne faut pas nous prendre non plus comme pour des imbéciles. Ils gagnaient bien leur vie compte tenu de la situation de l'époque. Voilà. Mais est-ce qu'on peut, parce qu'on entend souvent ce discours sur l'indécence des salaires dans le football, mais au final, ils ne sont que le reflet de l'évolution et de l'incroyable croissance économique de certains sports, qui fait que pourquoi, après tout, les footballeurs seraient ceux qui devraient avoir des salaires décents quand les autres paramètres d'un sport touchent à des sommes faramineuses. Oui, à partir du moment où vous êtes dans un système, vous pouvez dire Ibrahimovic ou Zidane à son époque, il gagne 13 millions d'euros par an, et puis finalement c'est normal. En gros, c'est le système qui veut ça, il est payé à son juste prix, il est salarié d'une certaine manière, et donc voilà, alors c'est pas lui que je mets en cause, je ne les mets pas... Sauf que, effectivement, à partir du moment où vous voyez que ça représente le travail, en 2 mois il va gagner ce qu'un smicard va gagner durant toute sa vie, vous pouvez quand même discuter le système. Voilà. Il y a eu, avec l'affaire Blatter, un débat franco-français, un débat entre Noël Le Graët et Michel Platini. Et tel qu'il a été présenté, on avait là le rôle du mauvais. C'était Noël Le Graët parce qu'il avait voté pour Blatter et qu'il s'avère que Blatter, c'est bien ce qu'on disait. Alors que Platini, lui, avait souhaité dégommer Blatter. Est-ce que là, on a une vraie opposition entre le vice et la vertu, ou bien est-ce qu'on a un jeu de rôle? Ouais, je crois qu'on a plutôt un jeu de rôle. Je pense qu'effectivement, Platini, qui avait d'ailleurs fortement soutenu Blatter en 2011, voilà, alors il lui disait qu'il faudrait supprimer les brebis galeuses, etc. Là, subitement, a lâché Blatter pour une simple raison, c'est que je pense qu'en 2011, quand il a soutenu Blatter, Platini pensait que Blatter allait quand même se mettre sur la touche et lui laisser la place, ce qui n'a pas été le cas. Donc Platini, il est ce qu'il est. Il est aussi un homme de réseau, donc il connaît le fonctionnement. Ça fait depuis 2002, il est à la FIFA. L'UEFA, il connaît parfaitement, pour en être le président. Et donc on peut dire que, d'une certaine manière, bon, son attitude, la force de Platini, c'est d'abord que c'est un ancien joueur. Et donc il a peut-être encore l'image du joueur, du bon joueur qu'il était, et qu'il réussit finalement à tenir un discours, et moi je le vois dans d'autres domaines, où il tient un discours en disant c'est le jeu qui compte, le foot n'est pas un produit, etc. Et puis il y a la réalité évidemment qui le rattrape. Parce qu'à une époque, je note par exemple sur la violence, il disait moi, peu importe la manière, seul le résultat compte. Puis maintenant il va vous dire que le sport c'est un jeu, il faut s'amuser, etc. Bon, ça dépend. Platini qui s'était fait connaître aussi pour avoir exulté après avoir marqué un but lors du Heysel. Vous faites bien de le rappeler d'ailleurs, et vous avez remarqué à quel point l'anniversaire de la tragédie du Heysel est passé complètement inaperçu. D'ailleurs, c'était le jour du vote à la FIFA. Je trouvais assez scandaleux, effectivement, qu'on n'en parle pas plus. Mais est-ce que ça ne pose pas quand même la question de Platini, cette vieille revendication qu'on a pu entendre déjà dans les années 70 du football aux footballeurs? On a eu un petit peu des mouvements comme ça dans les années 90 avec Maradona et Cantona qui avaient essayé de créer un syndicat mondial des joueurs. Là, aujourd'hui, on voit Ginola s'était présenté aussi à la FIFA avant de se retirer, bon, même si la candidature semblait un petit peu farfelue. Mais par exemple, on voit Romario au Brésil qui s'est fait élire à Rio sur des thématiques anticorruption par rapport à la fédération brésilienne. Est-ce que c'est quand même une piste d'avenir de se dire, plutôt que des ventripotents qui n'ont jamais vu le sport au final que comme gestionnaire, est-ce que finalement faire émerger des générations de joueurs à la tête de ces institutions peut être un moyen de... Je pense que ça ne changera pas le système lui-même. Je veux dire que Platini, il est à la tête de l'UEFA, ça ne change pas le fonctionnement de l'UEFA, qui est nécessairement pris dans un jeu, effectivement, où il faut satisfaire tel et tel. C'est très compliqué, très compliqué, et je ne crois pas du tout à le football aux footballeurs, même si ça a été une affiche en 68, c'était le seul moment d'ailleurs de toute l'histoire quasiment du football où le football a revendiqué quelque chose, enfin les footballeurs, parce qu'on peut dire sinon, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de façons de footballeurs que ça intéresse vraiment, très franchement. En plus, même les problèmes de la FIFA, quand vous avez entendu Olivier Giroud, oui, à peu près, il reflète, je pense, la pensée du footballeur. Je ne suis pas sûr que... Qu'est-ce qu'il disait, Olivier Giroud, que c'était pas... voilà, c'était comme ça, il n'avait rien à dire en gros. Michel Caillat, vous entendre... Au fond, le sport est pourri. Et c'est un discours qui est un peu désespérant et qui s'oppose à certaines images, quelques images qu'on va vous proposer tout de suite, parce qu'après tout, le sport, c'est aussi pour des millions de gens l'occasion de courir, l'occasion de faire un match de tennis.
Et par exemple, lorsque 40 000 personnes s'inscrivent au marathon de Paris, ben je pense que 39 995 personnes le font simplement vis-à-vis d'elles-mêmes et simplement pour courir. Michel Caillard, quand vous critiquez globalement le sport comme ça, est-ce que ce n'est pas au fond tous ces gens qui courent tout simplement, qui peuvent se sentir un peu méprisés ou critiqués aussi? Oui, c'est ça le drame d'ailleurs. C'est que finalement, moi j'analyse le sport avec une définition bien précise, hein. C'est-à-dire qui n'est pas la mienne, qui est la définition en gros de tous les sociologues. Toute activité physique n'est pas du sport. Le sport est une activité physique, mais toute activité physique n'est pas du sport. Si on ne le définit pas, or c'est la première règle de la méthode scientifique, si on ne définit pas le mot sport, on parle de tout. Ça veut dire que toute activité physique devient du sport, et moi je tape dans une boîte de conserve, l'autre dans une boule en papier, et je fais du foot comme Zidane. Donc il y a un problème. Donc il faut nécessairement que ce soit défini. Donc le sport, c'est une situation motrice avec des règles, institutionnalisées, c'est-à-dire dans les comités et les clubs, et compétitifs. Voilà, c'est en gros ça la définition qu'à peu près tous les sociologues donnent, c'est-à-dire les 4 critères. Bon, à partir de là, effectivement, on peut faire de l'activité physique, et je pense que vous courez, et moi aussi de temps en temps, mais moi je ne suis pas en compétition. Voilà, je vais courir au bord de la Loire, puisque j'habite au bord de la Loire, et je ne suis pas l'œil sur le chronomètre, je ne cherche pas à améliorer mes performances, je m'en moque totalement. Mon but, c'est effectivement d'être en bonne santé, en bonne forme. Et je dis effectivement que le sport n'est pas bon pour la santé, alors que l'activité physique l'est énormément. Et à une époque, d'ailleurs, sur ce plan-là, la différence énorme entre activité physique et sport, le ministère avait fait, en 2004, une campagne pour l'activité physique, en montrant que le sport, ce n'était pas pour tout le monde. Mais à partir du moment où on confond tout, et ça arrange plein de gens. Donc, ce que vous appelez sport, et ce qui est l'objet de votre critique, c'est simplement la compétition. Voilà. Dès lors qu'on met en place une compétition, on met en place les enchaînements que vous dénoncez. Voilà, ben oui, on le voit bien d'ailleurs à tous les niveaux. C'est pour ça que je ne dis pas qu'il y a un sport, il y a plein de sports. Non, il y a un sport unique, centralisé, effectivement, avec en haut les fédérations, les comités, les clubs, etc. Et quand vous jouez en 3e division de la Ligue de Paris, eh bien vous agissez de la même façon qu'en finale de la Champions League. Et quand vous êtes en finale UCEP je sais pas, d'une course d'athlétisme, bien vous êtes comme un champion olympique et vous avez le même stress et vous avez même la volonté de reconnaissance, etc. Bon. Et ce qui induit effectivement tous les problèmes du sport, entre autres le dopage, mais aussi la violence, etc. On veut gagner. Le sport, c'est quand même gagner. Quand j'entends encore hier, dans une émission sous France Culture, que le sport, c'est pas simplement que la performance, alors même où on a débaptisé l'INSEP en Institut de la performance, on a enlevé activité, éducation physique, je me dis quand même qu'il y a un problème. Le problème du sport, c'est le problème du discours. On tient un discours sur les prétendues valeurs, et puis la réalité, et on a le sentiment, effectivement, qu'il y a un tel fossé qu'on ne peut plus le tenir, ce discours-là. Mais est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe, justement, parce que vous évoquiez le dopage, et effectivement, dans toutes les courses amateurs de cyclisme, les tournois de tennis et compagnie, on voit du dopage alors qu'il n'y a pas d'intérêt d'argent. Et à l'inverse, dans un cadre professionnalisé, on pourrait dire que là, il y a plus de contrôle que dans un cadre amateur, quelque part. Donc, au final, est-ce qu'il n'y a pas une notion paradoxale là-dedans? Oui, alors c'est vrai qu'il y a plus de contrôle, évidemment. On passe à travers les mailles du filet, on l'a vu assez facilement quand même. Hein. C'est ça le problème aussi, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire une grande enquête et de la sortir, comme il n'y a pas longtemps sur France 2, pour nous dire que quand on prend du dopant, on est meilleur, et quand on prend du dopant, on n'est pas toujours contrôlé positif. Bon. Je veux dire qu'il y a des gens qui travaillent dessus depuis fort longtemps et qui le disent depuis fort longtemps. Le problème, c'est qu'à partir du moment où vous êtes dans la compétition, pour une foule de raisons, qui ne sont pas uniquement des raisons d'argent, mais des raisons de reconnaissance, il faut faire plaisir à la famille, etc., à l'équipe, à l'entourage, bien, vous êtes pris dans un engrenage qui fait que vous ne pouvez pas échapper à ça. Pareil pour la violence, d'une certaine manière, et pareil pour l'argent, parce qu'on le voit bien à un petit niveau. Quand vous gravissez un échelon, et moi j'ai été aussi sportif à une époque, quand vous jouez en national, vous n'avez pas envie de descendre en régional parce que vous savez que votre subvention va diminuer, etc. Il y a une espèce de logique. Et comme les autres s'entraînent 2 fois par semaine, après, il faut s'entraîner 2 fois comme les autres, il faut s'entraîner 3 fois. Comme on s'entraîne 3 fois, il faut des primes. Et comme il faut des primes, il faut de la pub, etc., etc. Il y a une espèce d'engrenage infernal que moi j'ai constaté depuis 50 ans. Alors vous pouvez tenir tous les discours que vous voulez. Malheureusement, on ne tient pas seulement des discours, a priori, puisqu'on parle de dopage, il y a une lutte contre dopage, en tout cas elle est affichée comme telle, qui est de plus en plus importante. Est-ce que là, on a quand même un petit peu avancé? Par exemple, est-ce qu'il y a eu un grand scandale avec Armstrong?
est-ce que aujourd'hui, avec la volonté en tout cas affichée de lutter contre le dopage, la carrière d'Armstrong pourrait être interrompue, ou est-ce qu'il faudrait encore attendre qu'il ait fini sa carrière et qu'il soit à la retraite pour qu'on puisse l'interrompre? Je pense qu'il faudra encore attendre, parce qu'on avait eu l'affaire Festina quand même, pratiquement 10 ans plus tôt. Et finalement, ça n'empêche pas Virenque de prôner sur tous les podiums. Donc, je pense que Armstrong, tout le monde savait. Je veux dire, en justice, il y a les présomptions de fait qui faisaient que tout le monde savait plus ou moins. Tout le monde savait, mais il continue à gagner ses Tours de France alors que tout le monde savait. Oui, donc, et non seulement il gagnait ses Tours de France, mais en plus on l'a rappelé d'une certaine manière, les dirigeants de Tour de France, pensant effectivement que ça allait quand même attirer le monde. Moi, je crois qu'aujourd'hui, et on va le voir, d'abord, toutes les histoires depuis l'affaire Festina qu'il y a eu dans le dopage prouvent bien que l'affaire Festina, malgré les discours de l'époque, et je les ai, ça n'a pas changé grand-chose, sauf que la lutte, effectivement, est un peu plus forte. Mais on peut dire que la lutte antidopage, c'est quand même avant tout une production symbolique. Il faut faire comme si. Et puis, je ne crois pas que les spectateurs s'en moquent en gros de la lutte antidopage. Parce que finalement, ce qui les intéresse, ce n'est pas la vérité, c'est l'image de la vérité. Et donc, ce qui les intéresse, c'est de voir les gens souffrir dans l'école, etc. Et puis de s'identifier d'une certaine manière en disant ouais, c'est extraordinaire de monter l'école comme ça. La solution, c'est le bannissement à vie quand on est pris pour dopage parce que du coup, ça implique une dureté, mais qui devient presque totalitaire. On le voit aujourd'hui dans les contrôles dans le vélo, où chaque coureur professionnel est obligé de pointer tous les jours où est-ce qu'il se trouve auprès de l'Agence mondiale antidopage. Est-ce que du coup, il faut aller vers une dictature sportive pour arriver à la rendre clean, quoi? Oui, à rendre clean, c'est même pas sûr. Oui. C'est ça le problème, c'est que même avec une surveillance accrue qui est quand même un peu démentielle, de surveiller en permanence, de savoir où on est, etc., de dire où on est. Ça en même temps garantit la crédibilité, c'est ainsi que le vendent les coureurs maintenant. Oui, ça garantit la crédibilité, mais ça n'empêche pas effectivement quand même à une foule de coureurs de se faire prendre. Donc encore, ce qui prouve qu'effectivement, on se fait prendre quand même encore aujourd'hui, mais ce n'est pas nécessairement les plus grands coureurs qui se font prendre. La preuve, c'est qu'au bout d'un moment, ils se font prendre. À peu près tous les vainqueurs du Tour de France depuis 10 ans, ils ont tous été pris un jour ou l'autre. Cela dit, là c'est pareil, je pense que c'est comme pour l'argent, la différence elle est de degré et pas de nature, parce qu'on sait très très bien que dans les années 20, il y a des j'en parle un peu dans mon livre, effectivement, des champions qui avouaient effectivement prendre, comme ils disaient, de quoi faire sauter toute la Tour Eiffel, Anquetil, et les amphétamines, etc. Et donc, au fil du temps, on voit bien que c'est quand même la logique compétitive qui induit ce type de comportement pour tout un tas de raisons, et pas simplement l'argent. Dans ce cadre-là, parce que je vois bien la logique compétition entraîne corruption des esprits, voire des portefeuilles, mais par exemple, des initiatives comme la FSGT, la Fédération Sportive Gymnique du Travail, qui est en gros hérité du Front Populaire et qui se veut être une compétition, mais dans un cadre sain, est-ce que ça, c'est quelque chose de viable Je crois que c'est pas viable. Je crois que c'est pas viable. On a déjà souvent parlé parce qu'il y a la FSGT, mais il y a aussi l'UFOLEP, qui est un peu dans le même cadre. On dit on fait du sport, mais nous, c'est du sport loisir. Sauf qu'on reproduit le modèle. On n'échappe pas au modèle compétitif. Quand on fait de l'UFOLEP, et moi j'en ai fait à une époque, je veux dire que d'abord vous retrouvez à peu près les mêmes. Et moi j'ai joué à l'époque au tennis de table, c'était Jacques Secrétin qui était champion de France, et puis c'était Jacques Secrétin qui jouait aussi en UFOLEP. Et donc on retrouvait effectivement les mêmes. Alors je ne crois pas que quand on est dans la logique de compétition, et moi je le sentais déjà quand j'étais petit, puisque j'étais petit quand je jouais, il faut gagner. Voilà. Et c'est ce qu'on nous demande. Et c'est que l'entourage nous demande. Mais est-ce qu'on peut en sortir? Est-ce que ça ne fait pas partie intrinsèque de l'effort? Vous dites que vous courez, par exemple. Bon. Est-ce que vous ne faites pas comme la plupart des gens, ce que je fais moi-même, d'ailleurs, je cours tout seul, et je chronomètre. Et quand sur la même distance, je fais 10 secondes ou 1 minute de moins, je me dis, ça va mieux et je suis content. Est-ce que ce n'est pas déjà de la compétition? Parce que vous avez intégré le modèle dominant. C'est-à-dire que vous faites comme les autres, vous dites, hier j'ai fait le tour du truc en 17 minutes, je l'ai fait en 16,50, finalement je suis bien meilleur aujourd'hui. C'est ça, mais normalement le record du monde, il est à 4 minutes. Mais donc je suis très très loin de là. Mais il n'y a pas besoin. Non, moi je ne prends jamais de chronomètre. Je cours et puis mon seul chronomètre c'est de revenir dans les temps. Mais avant de terminer, une question qui est tout de même centrale, c'est le rapport entre le sport et la politique. Et je vais vous la poser, la tourner à l'envers. Non pas vous demander si le sport a une dimension politique, c'est tellement évident que oui. Mais est-ce que les politiques peuvent échapper à
à tenir compte de l'importance du sport dans leur gestion. Puisque comme vous dites vous-même, vous avez dit tout à l'heure, au fond les gens s'en fichent, ils veulent voir de la compétition. Et on voit qu'ils s'en fichent tellement qu'ils viennent en masse. Je veux dire, il y a des millions de personnes, de téléspectateurs pour une finale de la Coupe du Monde. Donc ça remue en profondeur. Est-ce qu'un politique qui gère politiquement son pays peut échapper à la gestion de ce phénomène? Ah, il ne peut absolument pas y échapper, ni au niveau de l'État, ni au niveau des villes d'ailleurs, des municipalités. Où, le sport est en première ligne. Alors, le problème, c'est que nous avons affaire à un phénomène massif, le sport, qui mobilise des millions de personnes, qui a une puissance finalement idéologique très forte, hein, qui est hégémonique sur les corps, qui finalement est marchandisé, etc. Et l'analyse est nulle. L'analyse un peu critique. Tous les débats qui ont lieu à l'intérieur de frontières bien définies. Mais dès qu'on veut effectivement montrer que le sport ne peut pas être autrement qu'il n'est, le débat n'a pas lieu. Pour une simple raison, c'est que les amoureux ne veulent pas qu'on en discute, et il y a plein de gens qui disent « moi, le sport, je m'en moque », parce que pour eux, c'est limité aux résultats et aux commentaires. Sur la politique, oui, ben, le sport, il est intégré, effectivement. D'abord, il n'a pas d'autonomie sociopolitique, il y a toujours des politiques nationales du sport. Il est sûr, effectivement, qu'il est aussi un grand facteur d'identification collective et donc de nationalisme. Et donc on représente, c'est des petits soldats, nos champions d'une certaine manière. Plus encore, il est aussi une vision politique. Et c'est ça, moi, qui m'importe le plus, c'est que le sport, il véhicule un certain nombre de valeurs. Alors on peut être pour ou contre, c'est pas le problème. C'est pour ça que moi je dis, c'est pas le problème, c'est pas d'aimer ou de ne pas aimer le sport, moi je le regarde aussi, hein, c'est d'en faire une analyse. Et donc le problème, c'est que c'est écrit dans la Charte olympique, le sport, c'est une philosophie de la vie. C'est pas quelque chose de neutre, innocent, c'est pas une bulle à part de la société. Et donc les valeurs qu'il véhicule sont quand même les valeurs de l'idéologie dominante. Il distille les valeurs de Alors officiellement, c'est ce que vous dénoncez d'ailleurs, hein, c'est le fair play, c'est le dépassement de soi. Et là, vous dites, vous, c'est une imposture absolue de dire ça. Oui, c'est une imposture absolue parce qu'effectivement, on dissimule sous des discours qui sont des discours de bonté, de loyauté, d'idéal sportif qui n'a jamais existé. C'est une pure construction idéologique. On dissimule des dessins qui sont immoraux. Quand on va jouer en Argentine, quand on va jouer à Moscou en 80, etc., on ne peut pas dire qu'on est neutre. Alors, on ne peut pas dire c'est la loyauté, la fraternité. On peut dire on va faire quelque chose et on ne fait rien. On va à Sochi, on va faire quelque chose. On va en Chine. Reprenez les discours sur l'ouverture des Jeux en Chine, entre autres les discours de Sarkozy. Ça va ouvrir la Chine et tout. Ben, voyons le résultat aujourd'hui. C'est ça le problème. C'est que le sport tient un discours. Il vise sur son idéal mythique, hein, le mythe de l'âge d'or en plus, que personne n'a jamais connu d'ailleurs. Hein. Il y a plein de mythes en sport. Le mythe du sport perverti et le mythe de l'âge d'or. Et donc, les politiques, eux, ils s'intéressent. Et c'est le seul domaine, en plus, où il y a consensus total. Il y a consensus total de l'extrême droite à l'extrême gauche. Justement, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'on peut parler de vision, malgré tout, de gauche du sport ou une vision de droite du sport? Ou même, plus profondément, est-ce que le sport est naturellement de droite ou de gauche? Je pense qu'il est intrinsèquement capitaliste, ça c'est sûr, et que je ne pense pas qu'on puisse tourner le bouton. C'est le mythe du sport girouette, du sport un peu caméléon, où il suffirait de tourner le bouton à gauche, un peu comme le nucléaire. Il y aurait le nucléaire de droite et le nucléaire de gauche. Je pense effectivement que on pourrait dire qu'il y a une politique de sport à gauche qui va plus s'axer sur la formation, sur la lutte contre le dopage, justement, sur contrer des logiques capitalistes. Qui ne changent pas la logique du système. C'est ça le problème. C'est qu'effectivement, à la surface, on peut dire que d'une certaine manière, on peut faire un peu différemment. Donc il est de droite ou il est de gauche, le sport? Ah ben, il suffit de dans sa nature intrinsèque. Ah ben, il est nécessairement de droite. Je pense que tout le monde dira effectivement qu'il véhicule plutôt des valeurs actionnaires. D'ailleurs, il a toujours été l'enfant chéri des pouvoirs les plus forts, les plus durs. Et c'est quand même, ça mériterait au moins d'être posé comme question. Pourquoi finalement les pouvoirs les plus durs ont toujours chéri le sport? Je vais vous poser une dernière question. Personnel, parce qu'au fond c'est assez étonnant, vous êtes passionné par le sport, vous avez écrit de nombreux livres, il faut les écrire, ça fait 30 ans que vous penchez sur cette question, et vous êtes passionné par quelque chose qu'au fond vous détestez. Non, je ne suis pas passionné par le sport, je suis passionné par l'analyse. Mais l'activité sportive. Non, je ne déteste pas du tout le sport, mais j'en fais une analyse, je dis que c'est un phénomène social, et je ne comprends même pas encore, mais on n'a aucun poids, hein. On n'est pas très nombreux à faire l'analyse du sport. Je ne comprends même pas que finalement les analyses soient aussi faibles compte tenu de l'importance du phénomène. Et effectivement, dans les médias, et pourquoi aussi, je terminerai peut-être là-dessus, c'est effectivement parce que le sport, il est dans son ghetto. Non seulement il se veut bulle autonome, mais à l'intérieur de la presse, il est généralement dans les pages de sport, tout ce qui est sport,
Si vous faites, par exemple, là, ils font une enquête sur la violence ou sur les filières noires dans le football, ça va paraître, c'est dans stade 2, c'est mort. C'est-à-dire que les sportifs, c'est pas ce qu'ils attendent, et les non-sportifs ne regardent pas stade 2. Donc le problème du sport, quand vous allez dans une médiathèque ou dans une librairie, les bouquins de sport, de sociologie du sport ou de philosophie du sport, par exemple, se dépasser le bouquin d'Isabelle Queval, vous le trouvez avec les bouquins, les Amours de Manodou, Rafa, Ibra et compagnie. Ils sont complètement enterrés, ce qui fait qu'il n'y a aucun débat sur le sport, et il y a une volonté de ne rien savoir sur le sport qui est édifiante, même chez les militants les plus progressistes. Voilà, et ben, en tout cas, merci Michel Caillat. Sur Mediapart, on vient de parler du sport et on vient de parler et d'échapper à la dimension quotidienne du sport pour le dépasser. Et peut-être qu'un jour, on aura un Mediapart Sport. Pourquoi pas? Et alors, on essaiera de ne pas tomber dans les travers et de ne pas en faire un ghetto. Merci à vous. Merci et à la semaine prochaine.